Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo et très heureuse aujourd'hui d'être en compagnie de Biba Pedron. Bonjour. Qui vient de Miami, qui est de passage à Paris et moi aussi du coup. Et un grand merci Biba d'avoir accepté de faire cet entretien avec moi. Avec plaisir et merci d'être venue de Bruxelles, de Belgique jusqu'ici. Avec grand plaisir aussi. Pour l'occasion, merci. Alors Biba, pour vous présenter dans les grandes lignes, vous êtes business coach, consultante, conférencière, auteure de plusieurs livres, de plusieurs e-books, de best-sellers, experte en marketing, en networking, en réseaux sociaux. Et pour cet entretien, j'avais envie d'explorer davantage qui vous êtes, ce que vous faites et votre parcours à travers plusieurs qualités. En commençant par l'audace et cette capacité à prendre des décisions. Ce qui s'est marqué notamment dans le parcours professionnel, vous avez d'abord été institutrice, et puis commerciale, et puis un beau jour, même un vendredi, vous déposez votre démission pour le lundi suivant fonder votre première entreprise. Alors on n'est pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Non, et je ne le recommande pas d'ailleurs, je le recommande à personne, parce que c'était pas la même économie non plus. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous, à ce moment-là, vous a amené à prendre cette décision-là? Alors en fait, moi j'avais un projet depuis toute petite qui était de partir vivre aux États-Unis. Donc je ne savais pas où, quand, comment, mais j'avais toujours dit un jour j'irai aux États-Unis. Et en 92, je suis allée pour la première fois, ne serait-ce qu'en vacances. Et alors c'était même pas les États-Unis, c'était vraiment New York. C'était je vais vivre à New York. Et quand on a atterri, je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai eu un genre de sentiment de me dire ben voilà, t'arrives à la maison. Donc après, il m'a fallu effectivement 10 ans pour venir m'y installer. Mais en fait, donc, ce qui faisait que dans tous les emplois que j'avais, il fallait que j'attende les vacances pour pouvoir partir aux États-Unis. Pendant plusieurs années, je suis allée juste pendant les vacances d'été ou des fois au mois de mai. Et puis en 98, en fait, j'ai voulu partir au mois de mai. Et mon patron m'a dit non, vous ne pouvez pas partir pendant 15 jours, c'est trop long, j'étais responsable des ventes. Et on sait qu'en France, au mois de mai, avec tous les ponts, il ne se passe pas grand-chose. Donc je crois que je ne vais rien louper et que l'équipe peut se passer de moi pendant 15 jours. Et en fait, pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En disant, je ne veux pas que qui que ce soit m'impose des choses, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour mes vacances. Et c'est au retour, donc comme je suis déterminée, j'ai réussi à partir quand même, je l'ai convaincue. Je suis partie, à mon retour, c'est là, j'ai dit, bon allez, maintenant ça suffit. Donc, comme je ne savais pas comment faire pour pouvoir aller aux États-Unis le plus souvent possible sans attendre les vacances, je me suis dit, je vais monter ma société. Alors, c'était une petite structure, bien sûr, on n'avait pas encore les auto-entrepreneurs à l'époque, donc je suis devenue travailleur indépendant. Et comme à l'époque, je gagnais très bien ma vie, mais je la dépensais aussi vite. Donc je ne pensais pas aux économies ou des choses comme ça, donc il m'a fallu un petit peu de temps pour reconstituer. Et je me suis dit, en fait, moi ce que je veux, je ne sais pas ce que je veux faire, et je n'ai pas d'argent pour investir dans un business. La seule chose que je sais, c'est qu'à un moment donné, je veux que ce business, je puisse le déplacer aux États-Unis. Donc c'était le tout début du télésecrétariat, où personne ne savait ce que c'était en fait. Donc il fallait expliquer, voilà, je vais être secrétaire mais je suis chez moi et vous êtes dans vos bureaux. Donc j'ai commencé par ça. La seule chose c'est que justement, j'avais dit si je peux faire un business avec un téléphone, un ordinateur et une connexion internet, sachant qu'on était quand même en 98, c'était quand même le début de l'internet, donc je ne savais même pas comment ça allait évoluer. Je dis voilà, ma motivation elle est là, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai fait du télésecrétariat. Comme j'avais jamais été secrétaire avant, c'était pas trop mon truc. Donc du coup, en 6 mois, ça s'est transformé avec la demande, en fait, avec la promotion que je faisais, parce que je marquais aussi prise de rendez-vous, parce que j'avais été commerciale pendant plusieurs années. Et puis petit à petit, les entreprises, effectivement, m'ont demandé de plus en plus de la prise de rendez-vous. Donc ça, c'était déjà plus mon truc. Et de ce fait-là, j'ai transformé cette activité en 6 mois. Ça s'était transformé en télémarketing. Et puis j'ai développé la société pendant 2 ans, où je travaillais 7 jours sur 7 pour la développer, en me disant maintenant, voilà, au bout de 2 ans, financièrement, c'est bon, je peux repartir. Donc j'ai refait un test 2 ans plus tard, au mois de mai, pour voir justement si ça allait fonctionner, en me disant, bon, est-ce que le téléphone va fonctionner, est-ce qu'Internet va fonctionner. Donc j'ai informé tous mes clients que je partais, puisque je me suis dit, si jamais le téléphone ne fonctionne pas ou Internet ne fonctionne pas, que je ne peux pas travailler pendant 15 jours, qu'ils soient quand même au courant. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'à mon retour, donc j'ai rappelé tout le monde pour prévenir que je rentrais, et qu'avant même que je dise quoi que ce soit, la majorité me disait, mais au fait, quand est-ce que vous partez en vacances et quand est-ce que vous partez à New York?
Je leur ai dit d'abord, c'était pas des vacances et en plus, je viens de rentrer. Donc là, ça me montrait qu'effectivement, je pouvais facilement faire cette activité à distance et que ça ne gênait pas, voilà, parce que les clients s'en étaient pas rendus compte. Et donc, je me suis dit, non, voilà, je peux faire la navette entre les deux. Donc, je faisais 3 mois Paris, 3 mois New York et ainsi de suite. Sauf qu'à un moment donné, à la douane, ils n'ont pas aimé me voir passer en permanence. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour rester? Parce qu'il faut que je trouve un visa si je veux rester définitivement. Et en plus, je me dis, si je veux monter un business aux États-Unis, je parlais pas beaucoup anglais à l'époque, donc du télémarketing c'était un peu impossible parce que j'ai essayé mais on me raccrochait au nez en permanence. Je me suis dit il va falloir que je trouve autre chose. Et puis surtout je m'étais rendu compte que les Américains ont une façon de travailler complètement différente de la nôtre. Donc j'ai passé un été entier, aller à la bibliothèque tous les jours, passer toutes mes journées à la bibliothèque pour lire tout ce que je pouvais trouver sur comment faire le business à l'américaine, le marketing, un business plan et ainsi de suite. Et que en fait je retrouvais toujours ce mot de networking dans tous les livres. Et ça me disait que les entrepreneurs américains trouvaient 80% de leurs clients grâce au networking. Sauf que là, on était en 2001, en France et en Europe, on ne parlait pas networking à l'époque. Et quand j'avais du mal à trouver la traduction, parce que quand j'allais dans le dictionnaire, networking, ça me parlait plus de connecting que d'échange de personnes. Donc j'ai appris un petit peu, j'ai relu d'autres livres spécifiques sur le networking et comme il me fallait un visa pour rester et pour obtenir le visa, il fallait monter une société, j'ai décidé en fait de monter une société pour organiser des soirées networking, ce qui m'a permis d'obtenir mon visa. Alors, le networking, comme je ne savais pas trop ce que c'était, un jour, je me suis enfin décidée. Je dis, voilà, j'ai vu un événement sur Internet, donc je me suis inscrite. Je suis arrivée dans un bar où il y avait entre 100 et 150 personnes, donc il y avait un brouhaha pas possible. Mon anglais était très minime. En plus, je suis quelqu'un de très timide, donc c'est pas moi qui vais aller vers les gens. Et en plus, je me suis dit, si je commence à parler, je vais même pas comprendre ce qu'on va me dire. Donc, la première fois, j'ai pris mon badge, j'ai fait le tour du bar et je suis partie en courant. Voilà, donc ça a été ma première expérience du networking. Et puis après, je me suis dit, non, parce que si c'est quelque chose que je veux développer, il va falloir que je fasse les choses autrement. Donc je suis retournée après à d'autres événements en disant bon, mon objectif ça va être de parler à 2 personnes, la fois suivante à 4 personnes. Et petit à petit, et en fait je me suis aperçue que c'était compliqué pour moi dans ces gros événements, parce que ne parlant quasiment pas, plus le bruit, c'était difficile de communiquer. Et donc, je me suis dit, je vais organiser des petits événements. Donc, je faisais des événements avec à peu près 25 personnes. Et que de ce fait-là, ça me permettait 2 choses. Un, de régler mon problème d'anglais, puisque c'était moi qui étais l'hôtesse. Donc, j'accueillais les gens à la porte, de leur demander éventuellement de parler plus doucement pour que j'arrive à comprendre. Mais surtout de savoir qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, quels étaient leurs besoins dans leur activité. Et ensuite, comme c'était des petits groupes, de pouvoir les connecter entre eux, en fait. Et puis, ce problème de timidité, c'est que j'avais pas besoin d'aller vers les gens, c'est les gens qui venaient vers moi. Donc j'ai réglé ces 2 problèmes en même temps. Et puis il s'est trouvé que je devais faire les choses différemment des autres networking parce que mon nom et le nom de la société tournaient très très vite dans les rues de Manhattan. Et en fait tout le monde me disait mais comment tu fais ou comment vous faites? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas très longtemps vous arriviez, vous ne parliez pas anglais, vous connaissiez personne et maintenant tout le monde connaissait qui est Biba, tout le monde on vous voit partout, on voit votre logo partout. Comment vous faites? C'est quoi votre secret? Et à l'époque, je dis, mais j'ai pas de secret, j'ai même pas le sentiment d'avoir une structure marketing, donc je fais des choses, point. Et à l'époque, j'avais un coach et il m'a dit, si tout le monde te pose la question, c'est que visiblement, tu fais les choses différemment et que tu as quelque chose à apporter. Et ce quelque chose que tu as apporté, c'est ton obligation, quelque part, de le partager avec les autres. Donc c'est pour ça que je suis passée finalement de l'organisation de soirées de networking, quelque part à coach, sans le vouloir véritablement, mais suite à la demande. Donc à un moment donné, comme je ne savais pas, j'ai dit ok, vous voulez savoir ce que je fais, donc j'ai mis tout dans un programme, j'ai créé un programme, il y avait 9 modules, 9 CD, et j'ai dit maintenant voilà, vous voulez savoir ce que je fais, ben voilà, achetez mon programme, et vous aurez tout. Et puis les gens ont acheté le programme, et derrière ils sont venus me dire, ok, maintenant on a compris un peu, mais on veut que tu nous accompagnes. Donc c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Et puis ensuite, les réseaux sociaux, dans les 2 ans qui ont suivi, les réseaux sociaux commençaient à se développer. Et là, je postais en français, je postais en anglais. Et très vite, les gens ont dit, mais vous faites comment? Tu fais comment? On te voit partout, en français, en anglais, tu dois passer tes journées sur les réseaux sociaux. Et je répondais, non, en fait, je n'y passe que 15 minutes par jour et c'est comme ça que j'obtiens des clients à l'international. Donc ça a interpellé un peu les gens, ok, mais maintenant, montre-nous ce que tu fais, comment tu fais. Donc c'est pour ça que je suis devenue coach, en fait, finalement, par la demande. Et qu'à un moment donné, je me suis aperçue que le networking et le marketing et les réseaux sociaux, c'était juste une partie du marketing. Mais il y a encore
plein d'autres choses à faire. Et que petit à petit, j'ai enseigné aussi les réseaux sociaux. Et puis rapidement, j'ai enseigné aussi le personal branding, qui est quand même très très important, surtout que ma cible, c'est surtout des solo-entrepreneurs ou des TPE. Donc pour savoir se mettre en avant, mais pas dire regardez c'est moi, mais pour savoir se démarquer de la concurrence, donc comment on utilise les réseaux sociaux. Et puis à un moment donné, j'ai compris aussi que c'était important, parce qu'on en parlait aux États-Unis, mais nettement moins en France, en tout cas en Europe, même si ça vient maintenant, c'était de parler du mindset, de l'état d'esprit. Parce qu'en fait, la formule, si on veut réussir un business, c'est 80% mindset, 20% marketing ou stratégie. Donc, ce qui fait que petit à petit, sans que les gens s'en rendent compte, en fait, j'intégrais le mindset et que les gens viennent vers moi plus par la partie marketing. Mais en fait, il y a tout un travail de mindset que l'on fait à l'avance parce que les gens, par exemple, mettent des prix super bas parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas vendre plus haut, ou des gens qui n'ont pas suffisamment confiance en eux, ou des gens qui veulent être entrepreneurs mais qui n'ont pas l'état d'esprit d'entrepreneur. Donc, on fait toutes ces choses-là, ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, donc c'est pour ça que maintenant je dis que je suis business et mindset coach, parce que ça va véritablement ensemble et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre en fait. Donc si je reprends un peu le fil conducteur, au départ c'est juste un rêve qui est d'aller vivre à New York et qui fait que vous trouvez le moyen de vous inscrire dans un business à New York avec le networking et puis de là les choses se déroulent avec la découverte d'un talent très particulier et du coup quand on découvre ce talent c'est l'obligation morale presque de voilà, transmettre ça. C'est ce que m'avait dit le coach et au départ je lui ai dit mais moi j'ai pas d'obligation de quelque chose, mais il me dit si tout le monde le demande c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est en fait, j'ai jamais choisi les métiers que j'ai fait, même avant quand j'étais salariée, c'est un peu en fonction de l'opportunité, en fonction de la demande, en fonction de ce genre de choses et cette capacité à rebondir très très vite. C'est-à-dire qu'effectivement j'arrive aux États-Unis, je m'étais dit je fais du télémarketing en France, je vais faire du télémarketing aux États-Unis. Si on ne parle pas anglais, c'est un peu compliqué. Donc comment je rebondis et comment, c'est pas je rentre en France et je fais rien, c'est comment je peux rebondir et trouver une autre activité. Donc c'est toujours, en fait, tout ce que j'ai toujours fait, ça a toujours été en fonction de la demande ou en fonction de ce qui s'est passé et cette possibilité de rebondir assez vite, en fait. Alors il y a toute cette histoire version success story, mais dans cette success story, il y a aussi tous les aspects plus compliqués, absolument. Notamment je pense qu'il y a l'entourage qui n'était pas spécialement porteur au départ, il y a comme vous l'avez dit la timidité, l'anglais qui n'était pas au top au début, il y a aussi eu le cancer qui est venu visiter deux fois. Et dans ces moments-là, où est-ce que vous avez été chercher cette force-là pour être inarrêtable et cette détermination, ça vient d'où? Alors, l'analyse que j'en fais, c'est que quand on me demandait avant pourquoi je voulais partir aux États-Unis, je n'avais pas l'explication. Mais à force d'aller en vacances aux États-Unis, ce que je me suis aperçue, ce qui m'attirait chez eux, c'était effectivement leur fameux mindset et leur état d'esprit qui était beaucoup plus positif que le nôtre. Nous, on a en France ou en Europe, en tout cas, on a toujours tendance à voir ce qui est le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert Tony Robbins. Alors maintenant, aujourd'hui, on parle facilement de Tony Robbins, mais à l'époque, c'était autre chose. Et en fait, j'avais découvert dans son livre le principe de la positive attitude. Ça, j'en avais jamais entendu parler en France. Et de dire on peut être positif, quelle que soit la situation. Et aujourd'hui, dans mes conférences, je dis souvent qu'en fait, on peut tout faire dans sa vie, qu'on peut faire de l'impossible le possible, qu'on peut contrôler sa vie, qu'on ne contrôle pas tous les événements de sa vie, mais qu'on a le pouvoir de contrôler ses décisions et ses choix, quel que soit ce qui nous arrive. Donc si un truc grave arrive, comme notamment quand le cancer est arrivé, où je me dis, voilà, je m'écroule, et puis c'est que du négatif et je m'écroule, et voilà. Alors même si effectivement au départ c'est qu'est-ce qui m'arrive et dans combien de temps je meurs, mais j'ai eu la chance justement, parce que j'ai eu le premier cancer en 2004, d'avoir lu le livre d'Anthony Robbins, 3 mois plus tôt. Et de se dire, voilà, en fait, je comprends maintenant pourquoi ce qui m'attirait chez ces Américains, c'était leur état d'esprit beaucoup plus positif et cette positive attitude. Alors, même si au moment de l'annonce, on s'écroule un peu quand même pendant un certain temps, à un moment donné, je me suis dit, cette fameuse positive attitude, c'est peut-être le moment de la mettre en place. Donc c'est ce livre-là qui m'a permis, dans une première fois, de faire les choses et d'aborder en fait le cancer complètement de façon positive, même si tout l'entourage dit oui, mais maintenant il faut que tu rentres en France, tu n'as plus le choix, tu ne peux pas gérer une société aux États-Unis et puis venir te faire opérer en France et faire la navette entre les deux. Le médecin, quand je lui ai dit ok, vous m'opérez, dans 3 jours je suis repartie, il m'a regardé avec des yeux en disant non, mais c'est pas possible. Et si, mais je reviens quand il faut revenir, je reviendrai. Mais... Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a nourrie. Et alors peut-être que certaines personnes disent peut-être j'ai une vie antérieure aux États-Unis, je ne sais pas. Mais je crois que c'est justement, c'est ça, c'est ce mindset et cette positivité
positive attitude qui m'a nourrie à partir de là. Donc qui m'a permis moi aussi d'avoir un caractère beaucoup plus fort en réaction à la maladie, en disant je vais pas me laisser abattre, et ensuite de mettre ça en place dans le business. Et c'est pour ça que, en général, je ne décide pas de ce que je vais faire. En tout cas, je me le lance. C'est-à-dire que j'ai un projet, je me lance. Je ne cherche pas à savoir si ça va marcher, pas marcher. D'abord, je me lance. Et comme j'ai ce caractère et cette détermination suffisamment fort, je me dis que j'essaie. Si je dois me casser la figure, je me casse la figure. Mais je préfère me casser la figure que de dire je n'essaierai jamais. Et c'est ça aussi qui a été renforcé depuis que je vis aux États-Unis, c'est que pour les Américains, un échec, c'est une leçon. Et qu'il faut des tas de leçons avant d'arriver au succès. Donc si je fais quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne m'écroule plus comme avant, comme quand j'étais en France en disant ça ne marche pas et je me dis voilà qu'est-ce qui se passe et tout est négatif. C'est ok, ça n'a pas fonctionné par là, comment je fais fonctionner autrement. Et puis après c'est aussi de s'entourer des bonnes personnes pour avoir que des gens qui soient positifs autour de nous dans cette même mouvance qui fait qu'on a des gens qui nous supportent, qui nous soutiennent, des gens qui ne sont pas jaloux de nos succès mais qui sont là aussi pour nous féliciter quand on a besoin. C'est pour ça qu'avec mes clients par exemple dans mon groupe Mastermind, chaque session commence par les célébrations. Que c'est important aussi que les gens voient ce qu'ils font de positif. Parce que tout seul, on se dit, ouais, je fais plein de choses. Et ils prennent pas le temps de regarder ce qui est positif dans ce qu'ils font. Et plus on fait des choses, et même des petites choses positives, plus on évolue. Donc en fait, je crois que le côté un peu sûr de moi, entre guillemets, parce qu'on a tous des problèmes, hein, donc j'en ai aussi, mais je pense que ça a été renforcé par ce que les Américains m'ont apporté par cette caractéristique de cette positive attitude qu'ils peuvent avoir et que certains peuvent avoir des jobs très très élevés et demain ils sont serveurs parce qu'ils ont tout perdu mais ils savent qu'ils l'ont fait une fois donc ils peuvent recommencer. Donc je crois que c'est cette mentalité américaine qui m'a aidé à dire on va se relever de ce qui se passe en fait. Alors, ce qui a un peu lancé la machine, lancé ce mouvement-là, c'est le rêve d'aller aux États-Unis. Maintenant que ça s'est fait, les États-Unis, ce n'est même plus New York, c'est Miami. Oui. Alors, c'est quoi maintenant qui nourrit l'envie de continuer? Alors, c'est une bonne question. Parce que récemment, je me suis dit, ok, maintenant que ça c'est réussi, qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Parce que je dis toujours qu'il faut avoir quelque chose au fond de ses tripes pour pouvoir arriver. Parce que si on a une passion pour quelque chose, ou si c'est dans nos tripes, quels que soient les obstacles, quand on a des obstacles, si on sait qu'on veut ça, quoi qu'il arrive, on va se relever. Si on n'a pas quelque chose d'assez fort, on va avoir un obstacle, 2 obstacles, 3 obstacles, et puis après on dit non, c'est pas possible et on va abandonner. Donc ces derniers temps, la question c'était de me dire effectivement, c'est quoi mon nouveau projet ou mon nouveau rêve en fait. Donc quand j'ai commencé à coacher sur le marché francophone, donc c'était entre fin 2011 et début 2012, donc au moment où il y a eu le boom du blogging, je me suis dit tiens, il se passe des choses sur le monde internet en France, donc je vais regarder un peu ce qui s'y passe. Et une chose qui m'a surpris, c'était de voir que les femmes qui réussissent ne sont pas visibles. Donc on a l'impression que soit on les met pas en avant, soit elles se cachent. Et j'avais fait aux États-Unis un sommet, alors l'équivalent du nom c'est Succès de femmes, et je voulais faire la version Succès de femmes en français. Et là où j'avais pas eu de problème à trouver des femmes aux États-Unis, il m'a fallu 2 ans pour trouver les femmes. Parce que chaque fois que je posais des questions en disant, d'après vous, c'est qui les femmes visibles, les femmes qui réussissent et qui peuvent montrer, parce qu'en fait le but c'est pas de dire regardez ça fonctionne pour moi, c'est de dire voilà de servir de role model en fait, parce que plus on en aura et plus on aidera des femmes. Et donc il m'a fallu 2 ans. Et donc ma mission maintenant, entre guillemets, si je puis dire, c'est justement d'aider les femmes à développer leur visibilité, de montrer que en tant que femme, on peut être indépendante, et pas que financièrement, mais on est indépendante financièrement, on peut être indépendante dans sa vie professionnelle, on peut réaliser tout ce que l'on souhaite, et que le fait d'être visible, c'est pas une question d'ego, c'est juste une question que si on va être visible, on va aider d'autres femmes à lancer des projets qu'elles ne pensaient peut-être pas possibles. Et comme j'ai fait le premier succès de femmes en 2014 ou 2015, je sais plus, 2015 et le deuxième en 2016, en fait, je crois que j'avais plus de 3000 femmes qui étaient inscrites, alors c'était en ligne, sommet en ligne, à l'époque j'avais plus de 3000 femmes, et en fait j'ai reçu plein d'emails après de femmes me disant « merci ». Je voulais monter ma société, mais je n'ai pas l'entourage qu'il faut. Je pensais que ça n'était pas possible, que des femmes comme moi ne peuvent pas le faire.
Et là, vous m'avez montré plein de modèles, parce que justement, le but, c'était aussi de ces femmes qui ont réussi, c'est quoi le parcours? Parce que, voilà, une fois de plus, hein, il y a des hauts, des bas. Je connais personne, moi, qui est monté tout de suite directement avec que du succès, donc on passe par des hauts et des bas. Mais comment on remonte quand on est en bas, comment on fait pour remonter? Et donc, beaucoup de femmes, ensuite, se sont lancées, finalement, ont réussi à monter leur business en disant, maintenant que vous m'avez montré des exemples de femmes et que c'est possible, alors je sais que ça va pas être facile, mais si j'ai ça dans les tripes, hein, comme je dis toujours, donc je peux le faire. Donc en fait ça m'a réconfortée, parce que je me suis dit effectivement je sers à quelque chose entre guillemets, et si de la même façon que moi j'ai eu des role models aux États-Unis qui m'ont aidé à développer mon business, à développer ma confiance en moi, cette motivation et cette détermination, et ben voilà, si je peux aider des femmes en France à faire la même chose, et que tout ensemble, parce que c'est pas juste une personne, c'est que tout ensemble, ces femmes qui acceptent maintenant d'être visibles, eh bien ça montre, c'est des exemples pour les autres, et qu'il y en aura de plus en plus. Et tout à l'heure j'étais à un déjeuner, alors j'ai pas entendu le chiffre, mais quelqu'un disait, il y avait un monsieur qui lisait un article et qui disait que maintenant le pourcentage de femmes qui veulent monter leur business est plus important que le nombre d'hommes qui veulent monter leur business. Donc ça veut dire qu'on y arrive petit à petit. Les choses bougent, les choses avancent. Super. Alors, ma question de conclusion pour cette interview, c'est justement quelqu'un qui voudrait se lancer, mais qui est freiné soit parce qu'il ne sait pas quoi faire, ou soit parce que trop de peur et des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, un truc pour au moins lancer le mouvement, amorcer quelque chose? Alors, j'ai une expression, j'ai un livre qui s'appelle « Sauter le pas », donc ça explique bien qu'il faut savoir sauter le pas. Mais en fait, moi je dis toujours, lancez-vous et vous verrez après. Alors, je ne dis pas de faire comme moi, de lâcher son job un vendredi soir, parce qu'il faut se préparer. Mais on peut très bien avoir une passion, et le sous-titre de mon livre, c'est « Transformer vos passions en business à succès ». C'est-à-dire que beaucoup de gens voudraient monter un business, mais ne savent pas nécessairement quoi faire. Donc, on a tous des passions. Après, ça ne veut pas dire parce qu'on a une passion, ça devient un business. Mais une fois de plus, qu'est-ce qu'on a dans nos tripes ? Qu'est-ce qu'on veut faire, et qu'est-ce qui fait que si on n'a que des obstacles en face de nous, s'il faut travailler 24 heures sur 24 et qu'on devait ne pas être payé, qu'est-ce qui nous passionne suffisamment pour passer tous ces obstacles, qu'est-ce qu'on ferait? Donc ça, c'est déjà de savoir ce que l'on va faire. Après, l'erreur que j'ai fait au démarrage, et quand j'ai commencé mon business en 98 en France, il n'y avait pas de coach. Maintenant, effectivement, tout le monde est devenu coach, mais il n'y avait pas de coach à l'époque. Donc, j'avais pas de personne vers qui je pouvais aller. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux non plus. Donc, c'était juste, je vais lire quelques livres et puis je vais voir ce que les autres disent. Mais en fait, c'est de se faire accompagner assez rapidement. Parce que quand on démarre, et en plus si on n'a pas beaucoup de financement, on ne peut pas rester des mois ou des années à tenir comme ça. Donc si on se fait accompagner, parce que même les personnes qui démarrent une activité par exemple, qui ont 20 ans d'expérience dans leur business, dans leur job, et qui se lancent à titre indépendant, ils connaissent bien leur job. Par contre, on ne leur a jamais appris à faire du marketing. On ne leur a pas appris à trouver des clients. Donc c'est cette partie-là qui est compliquée. En plus, souvent, c'est beaucoup plus compliqué de se vendre soi que de vendre les services de quelqu'un d'autre. Pendant 7 ans, j'ai eu la société de télémarketing, donc je passais 6 heures par jour au téléphone. Je vendais le produit des autres. Si on me dit non, il n'y a pas d'affect pour moi. Par contre, quand j'ai commencé à vendre mes services, on me dit non, il y a un côté émotionnel. Pourquoi on ne veut pas de moi, on ne m'aime pas, ou ceci ou cela. Donc, pour savoir en fait comment vendre, à qui le vendre, comment le vendre de la meilleure façon, et justement trouver des clients le plus rapidement possible, là c'est vrai que c'est important de se faire accompagner, ou en tout cas de lire suffisamment, ou de prendre des formations pour éviter les erreurs, parce qu'on va tous faire des erreurs, même quand on se fait accompagner, on fait quand même des erreurs, on va en faire beaucoup moins, donc on va gagner du temps et de l'argent en investissant, en trouvant les bonnes personnes dès le démarrage pour nous aider. Ok. Un grand merci pour cette interview. Si on veut en savoir plus justement et trouver vos livres et tout ça, il y a le site internet. Alors le site bibapedron.com, et puis sinon on trouve facilement sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, on tape Bibapedron et on me trouve facilement. Tous les livres sont sur Amazon. Donc aujourd'hui il y en a 4, donc il y en a 2 en français, 2 en anglais, dont 3 qui sont best-sellers. Et là il y en a un qui sort, je crois qu'il est sorti hier, on est le 9. Je sais plus, on est le 9 aujourd'hui. Donc il est sorti hier en Australie, où j'ai participé à un livre aussi avec d'autres femmes. Je crois qu'on est 6 ou 7 à intervenir sur ce livre-là. Donc il est sorti en Australie, donc je pense qu'il va être aussi, on va pouvoir le trouver sur Amazon prochainement. Un peu félicitations pour cette nouvelle sortie. Tout à fait, merci. Et un grand merci encore pour cette interview. Merci, c'est moi qui... Si ça peut aider certaines personnes, mon rôle effectivement c'est d'aider les autres. Donc si
ma petite parole peut aider des personnes, même une personne à la fois, moi je suis satisfaite. Et c'est ce qui m'a touchée aussi quand j'ai sollicité cette interview. Vous m'avez répondu, oui, j'ai envie de diffuser le plus possible ce message. On se rejoint là-dessus. Absolument. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Et puis si cette interview vous a plu, si vous pensez qu'elle peut plaire à certains autres, n'hésitez pas à liker, à partager, etc. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.